Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous revenons à Annie Ernaux. Annie Ernaux, écrire la vie, écrire sa propre vie, écrire aussi la vie de sa mère. On en a déjà parlé dans Une femme, où elle raconte la vie de sa maman, et où une phrase est citée, la dernière phrase écrite par sa maman. « Je ne suis pas sortie de ma nuit ». Or, c'est le titre d'un autre livre, « Je ne suis pas sortie de ma nuit », un livre qui regroupe des notes écrites par Annie Ernaux au moment où elle se trouve confrontée à la maladie de sa maman qui petit à petit va oublier, maladie d'Alzheimer, et où elle se trouve aussi confrontée au monde très dur des hospices, des lieux où on s'occupe, pas toujours dans des conditions extraordinaires, de ces personnes qui sont devenues séniles. Voilà comment ça commence. Ma mère a commencé de présenter des pertes de mémoire et des bizarreries de comportement 2 ans après un grave accident de la circulation. Elle avait été fauchée par une voiture brûlant un feu rouge. Cet élément-là est expliqué dans Une femme, dont elle s'était parfaitement remise. Pendant plusieurs mois, elle a pu continuer de vivre d'une manière autonome dans la résidence pour personnes âgées où elle occupait un studio à Yvetot, en Normandie. L'été 83, au plus fort de la canicule, elle a été prise d'un malaise et hospitalisée. On a découvert qu'elle ne mangeait ni ne buvait depuis plusieurs jours. Son frigidaire ne contenait qu'un paquet de sucre en morceaux. Il était impossible qu'elle reste seule désormais. J'ai décidé de l'emmener chez moi à Cergy, persuadé que dans ce cadre qui lui était familier, avec la présence de mes grands-fils, Eric et David, qu'elle m'a aidé à élever, ses troubles disparaîtraient et qu'elle redeviendrait la femme dynamique et indépendante qu'elle était encore si peu de temps auparavant. Il n'en a rien été. La détérioration de sa mémoire s'est poursuivie et le médecin a évoqué la maladie d'Alzheimer. Fin 85, j'ai entrepris un récit de sa vie, avec culpabilité. C'est le texte qu'on connaît sous le titre « Une femme », dont j'ai déjà parlé, et qui est situé dans « Écrire la vie », juste avant, même s'il y a du temps entre les deux. « Une femme » est publiée en 87, et « Je ne suis pas sortie de ma nuit », 10 ans plus tard, oui, pile 10 ans plus tard. J'avais l'impression de me placer dans le temps où elle ne serait plus. Je vivais aussi dans le déchirement d'une écriture où je l'imaginais jeune, allant vers le monde, et le présent des visites qui me ramenaient à l'inexorable dégradation de son état. À la mort de ma mère, j'ai déchiré ce début de récit en recommençant un autre qui est paru en 88, Une femme. C'est pas tout à fait le récit de 85, il y a eu plusieurs tentatives. Il est évidemment extrêmement difficile d'écrire sur sa mère, surtout quand elle est atteinte d'une maladie telle que Alzheimer. Durant tout le temps que j'ai écrit ce livre, je n'ai pas relu les pages rédigées pendant la maladie de ma mère. Elle m'était comme interdite. J'avais consigné ces derniers mois, ces derniers jours, l'avant-dernier même, sans savoir qu'ils l'étaient. Cette inconscience de la suite, qui caractérise peut-être toute écriture, la mienne sûrement, avait ici un aspect effrayant. D'une certaine façon, ce journal des visites me conduisait vers la mort de ma mère. Longtemps j'ai pensé que je ne le publierais jamais. Peut-être désirais-je laisser de ma mère et de ma relation avec elle une seule image, une seule vérité, celle que j'ai tenté d'approcher dans Une femme. Je crois maintenant que l'unicité, la cohérence auquel aboutit une œuvre
quelle que soit par ailleurs la volonté de prendre en compte les données les plus contradictoires, doivent être mises en danger toutes les fois que c'est possible. En rendant publiques ces pages, l'occasion s'en présente pour moi. Je les livre telles qu'elles ont été écrites, dans la stupeur et le bouleversement que j'éprouvais alors. Je n'ai rien voulu modifier dans la transcription de ces moments où je me tenais près d'elle, hors du temps. Sinon, peut-être celui d'une petite enfance retrouvée. De toute pensée, sauf c'est ma mère. Ce n'était plus la femme que j'avais toujours connue au-dessus de ma vie, et pourtant sous sa figure inhumaine, par sa voix, ses gestes, son rire, c'était ma mère plus que jamais. En aucun cas, on ne lira ces pages comme un témoignage objectif sur le long séjour en maison de retraite, encore moins comme une dénonciation. Les soignantes étaient, dans leur majorité, d'un dévouement attentif, seulement comme le résidu d'une douleur. Je ne suis pas sorti de ma nuit, est la dernière phrase que ma mère a écrite. Souvent, je rêve d'elle, telle qu'elle était avant sa maladie. Elle est vivante, mais elle a été morte. Quand je me réveille pendant 1 minute, je suis sûr qu'elle vit réellement sous cette double forme, morte et vivante, à la fois, comme ces personnages de la mythologie grecque qui ont franchi 2 fois le fleuve des morts. C'était quelques extraits de ce qui fait office de préface à ce livre qui se présente véritablement comme un journal avec les années et puis les mois. 1983, décembre. Elle reste assise sur une chaise dans la salle de séjour, prostrée, le visage immobile, relâché, pas la bouche ouverte, mais comme si elle était ouverte, de loin. Et puis on suit petit à petit la dégradation de cette mère, et évidemment ce que Annie Ernaux ressent face à ce changement majeur dans l'attitude de sa mère et dans la vie de celle-ci. Mars, jeudi 15, dans le couloir de l'hôpital, non, dire la maison de retraite de l'hôpital, 1er étage. J'entends Annie, c'est elle qui m'appelle. On l'a changée de chambre. Comment a-t-elle reconnu ma silhouette? Elle ne voit plus, ou si mal, sa cataracte. Quand j'entre dans la chambre, elle dit « Je suis sauvée ». Sans doute cela veut dire « Parce que tu es là ». Elle me raconte toutes sortes de faits avec des détails précis, les travaux qu'on l'oblige à faire sans la payer, sans lui donner à boire, une affabulation débordante. Mais elle me reconnaît toujours maintenant, à l'inverse du temps où elle était chez moi. Donc des moments d'amélioration, mais avec aussi des moments où elle affabule. Elle se croit en train de travailler. Ça me fait penser à ma grand-mère qui, elle aussi, à la fin de sa vie, perdait la mémoire et croyait qu'elle travaillait comme serveuse dans un bistrot, un peu comme la mère de Annie Ernaux, qui tenait le café-épicerie. Eh bien, on retrouve ceci dit de manière toujours très simple, très directe, avec, au fond, une certaine, j'allais dire, naïveté, dans un texte qui n'était pas écrit pour être publié, donc peut-être sans vouloir gommer les aspérités, les réactions parfois ambiguës qu'on peut avoir, les déceptions et les espoirs déçus. Au final, jeudi 26, scène difficile. Elle croit que je viens la chercher, qu'elle va partir d'ici. Sa déception est immense. Elle ne peut plus avaler quoi que ce soit. Remords affreux. Quelquefois pourtant, tranquillité. C'est ma mère, et ce n'est plus elle. Entendu Zouk, il faut que les gens soient morts pour être sûrs de ne plus être sous leur dépendance. Et encore. Et encore. Parfois, la mort ne suffit pas. Dimanche 23. Dans le train, il y a quelques jours, une religieuse aux yeux brillants, protubérants, fixait le monde.
C'était le visage de l'Inquisition. J'ai pensé avec malaise à ma mère. L'infirmière m'a dit qu'elle parlait toujours de moi, seulement de moi. Culpabilité. Je remarque aussi qu'elle se prend souvent pour moi. Je suis né parce que ma sœur est morte. Je l'ai remplacée. Je n'ai donc pas de moi. Et puis petit à petit, la situation se dégrade. Elle décrit aussi les autres gens qui sont avec sa mère dans ces lieux où on s'apprête à mourir. Dimanche 17. La vieille de la chambre de ma mère était assise près d'elle. Tableau très doux d'une connivence secrète, parfaite entre elles. L'étonnante lumière d'une scène biblique d'un peintre du Quattrocento. Vous voyez qu'on trouve aussi une beauté dans cette misère-là. Une joie d'essence indicible. Ma mère dit à la femme en me montrant, « La reconnais-tu » La femme bafouille à son habitude. Depuis longtemps, elle ne s'exprime plus clairement. Cela n'a pas d'importance qu'elle se comprenne en paroles ou non. Je me suis assise en face d'elle. J'ai donné à manger un éclair à ma mère. L'autre femme n'en voulait pas. Puis un autre. De temps en temps, j'en mangeais un morceau. On entendait la télé, des valses viennoises. Je voyais Yvetot les dimanches après-midi. D'un coup, la mémoire qui intervient. Ce n'est pas seulement le sentiment du temps qui passe, quelque chose d'autre, de mortel. Je suis maintenant un être dans une chaîne, une existence incluse dans une filiation continuant après moi. Je lui lave la bouche avec un gant de toilette. Elle me regarde et me demande « Est-ce que tu es heureuse ?» Je vais aux toilettes, le sol est plein d'urine, collant. Rapprochement obligatoire avec la scène du matin, chez A. Je ne sais rien de sa sexualité à elle. Une de ses phrases, « Si les gens apprenaient ça, on serait honteux. » À la fois cet attendrissement, cet amour pour cette mère, mais aussi l'abjection qui est montrée, qui est dite, qui n'est pas esquivée. C'est ce qui rend ce livre, ce témoignage, même si elle se défend de ce terme-là, mais au fond, c'en est quand même un, absolument poignant. Et puis, bien sûr, arrive la fin. On est en avril de l'année 1986, lundi 7. Elle est morte. J'ai une peine immense. Depuis ce matin, je pleure. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tout est là. Les comptes sont arrêtés, oui. On ne peut pas prévoir la douleur. Ce désir de la voir encore. Ce moment est arrivé sans que je l'aie imaginé, prévu. Je la préférais folle que morte. J'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête. J'ai eu tout ce temps pour me réconcilier avec elle, mais je n'en ai pas fait assez. Ne pas avoir pensé hier que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais. Les forsythias que je lui ai apportés hier étaient encore sur la table, dans le pot à confiture. Cette attention à quelques détails, mais qui comptent énormément dans ces moments clés, dans ces moments qui sont les charnières d'une vie et d'une mort. Je lui avais aussi apporté du chocolat, fruit des bois, et elle avait mangé toute la tablette. Je l'avais rasée, lui avais mis de l'eau de Cologne. C'est fini. Elle n'était rien que la vie. Elle tendait les mains en avant pour attraper. Elle ressemble à une pauvre petite poupée. J'ai remis à l'infirmière la chemise de nuit dans laquelle elle voulait être enterrée, blanche à dentelle. Ils ne veulent pas qu'on fasse quoi que ce soit. Je voulais la lui enfiler. Je ne l'entendrai plus. Je n'arrive pas à me rappeler ses paroles d'hier, aucune. Si, elle a dit à des gens « Prenez des sièges, installez-vous », quelque chose comme cela. Voilà, évidemment,
beaucoup d'écho quand on vit la mort d'un proche, qui a été mon cas récemment. On a ces moments dont on ne sait pas qu'ils sont les derniers, et qui tout d'un coup, par d'infimes détails, deviennent des pierres sur le chemin, essentielles. Et puis il y a le début du deuil, il y a le déni. Lundi 14, ce matin, il me semblait qu'elle était encore vivante. À la boulangerie, devant les gâteaux, je n'ai plus besoin d'en acheter, comme je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. Pensez à la chanson « Les roses blanches » qui me faisait pleurer enfant. Je pleure à nouveau à cela, cette chanson. Et ça se termine lundi 28. Me souvenir ce matin, à partir d'un mot lu dans une facture, les eaux vannes, que je l'appelais vanner, quand j'avais 6, 7 ans. Les larmes me viennent à cause du temps. Annie Ernaux, je ne suis pas sorti.